Bonjour et bienvenue à l'émission Électron Libre, une émission fantastique où on vous parle de n'importe quoi parce qu'on aime ça, parler de n'importe quoi. Et ça fait du bien aussi de se faire parler de sujets un peu farfelus. Avec moi, mes collaborateurs fétiches, Mélanie Saint-Germain à ma droite, à ne pas mélanger avec Francis Côté à Et ma voilà. gauche. Aujourd'hui, on va vous parler du jeu Mysterium. On va vous parler de voyage dans le temps et on va vous parler de zombies. Donc, des beaux sujets. Hein? Avant de, moi, à la fin, je vais aussi faire un top 9 des choses que le cinéma nous rend beaucoup plus beau que dans la vraie vie. Oui. Bon, on va regarder ça tantôt. Mais avant ça, on va regarder coup de gueule, coup de masse, des choses qu'on a aimées ou qu'on a moins aimées. Qu'est-ce qu'on veut dire? Francis, je te laisse commencer. L'intolérance. Le débat sort une fois de temps en temps suite à une réaction à une population, à quelque chose, aux différences de religion, de couleur, peu importe, au genre, ou peu importe. Et à chaque fois, le même débat ressort, où les gens vont sur la place publique pour défendre la vertu. La place publique, tu parles de réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Et finalement, on entend toujours les mêmes affaires. Mais Colin, en 2017, c'est des affaires. Il y a des choses qu'on entend encore que je ne suis pas capable. Donc, s'il vous plaît, gardez-vous une réserve dans vos commentaires. Ou surtout, informez-vous comme il faut. Ouais. Parce que souvent, moi, la majorité des gens que je considère le propos, leur argumentaire est douteux parce qu'ils sont mal informés. L'argumentaire est souvent très faible aussi. Très souvent, faible. ça finit, regarde, puis Ouais, tu sais, ça c'est ça. finit là. T'es pas capable d'argumenter. Coup de masse. Coup de masse, d'accord. Merci. Coup de masse. Mélanie? Coup de masse. Oh, mon Dieu, c'est violent. Ouais, peut-être moins engagé que Francis, mais je suis allergique au colorant, vous savez. Donc, quand j'ai à acheter des jujubes pour faire plaisir, Ou t'as des gants. ben non, mais ça me fait un peu de peine. À chaque fois, je suis un peu triste de ne pas pouvoir en manger. Je les sens. Puis le prix des petites framboises, En montant en flèche. c'est donc bien rendu cher. C'était pas une scène, ça, dans le temps? Ouais, genre. C'était une scène et là, un sac de, pour ne pas nommer la marque Menor, là, c'est quasiment 5 $. Un petit sac. Oh. Coup de masse. Oh, Coup de gueule, coup de tout. Moi, je vais donner un beau coup de cœur à DC Comics. Pourquoi? Parce que, deux choses. Il y a eu le film l'été dernier, Wonder Woman, et aussi cette série que j'aime beaucoup, DC Super Hero Girl. Pourquoi? Parce que on met en action, on met en valeur, en fait, des héroïnes, des personnages féminins. Souvent, dans la mode super-héros, les femmes sont souvent soit des chicks, faire-valoir, des des faire-valoir, etc. Non, là, DC a décidé de mettre leur femme en premier plan. C'est très inspirant. Et moi, je regarde ma fille qui écoute ça, Super Hero Girl, et c'est... Elle trippe, et puis c'est valorisant. On valorise les filles, on valorise les filles, des femmes fortes, des femmes intelligentes, des femmes courageuses. Ben moi, je leur lève mon chapeau parce J'aime que ça. c'est le temps qu'on change un peu ces mentalités où chaque fois qu'il y avait une héroïne, c'était juste pour faire un gros plan sur son buste. Maintenant, ben, ils ont quelque chose à voir. Si vous n'avez pas vu Wonder Woman, allez-y parce que À ce qui paraît, elle ouais. botte des culs. Yes. C'est là. C'est ça. Maintenant, on va débuter avec Francis Pierre. qui va nous parler de voyage dans le temps. Amène-nous où tu veux, à quelle époque. Ben voilà, j'écoute beaucoup la radio de Radio-Canada, particulièrement durant l'été. Et une nouvelle émission de Jean-René Dufort s'intitule « Bienvenue en 2067 », qui est très, très intéressante, qui finalement a des chroniqueurs d'émissions publiques, comme par exemple, on pourrait retrouver à Médium Large, par exemple. Ouais. Mais cette fois-là, doivent faire leur chronique en 2067. Donc, partent dans le temps et on vit Font de l'extrapolation. l'anticipation. C'est ça, OK. sur plein d'aspects, politiques, environnemental, religieux, sexuels, etc. Bon. Fait que j'ai décidé de faire le même exercice pour le secteur de Boom-Stassini. Donc, c'est nous intéressant. allons effectuer un voyage dans le temps. Donc, je remercie à l'avance nos techniciens pour l'effet visuel que nous allons avoir. Attention, Tu fais quelque chose? voyage dans le temps. Je me sens... On fait avec le budget qu'on a. Donc, bienvenue T'es bien conservé. à nos, à Caroline, nos manchettes de cette soirée télévisuelle aux nouvelles de Dolbeau-Mistassini. Tout d'abord, nous construisons un nouveau pont à Dolbeau.
Oui, Ah ouais? celui de 2017 était complètement usé. Donc, construction d'un nouveau pont. Les travaux, malheureusement, ont été arrêtés parce qu'on a dû déplacer des archéologues en dessous du pont pour faire des recherches. On aurait trouvé une série de statues qui auraient été historiquement installées entre Dolbeau et Mistassini. Les archéologues sont à faire des recherches. Richard Hébert, troisième du nom, est candidat pour un deuxième mandat. Nous rappelons qu'il est le riche héritier de l'Empire Hébert et Fils, qui s'était spécialisé dans le mort. L'usine Beauwater de Dolbeau risque de fermer. Hein? Oh. Eh oui. Rappelons qu'en 2048, une étude révélait que le marché du papier journal et de la circulaire était en déclin. Nous rappelons que les dirigeants étaient stupéfaits d'avoir appris cette nouvelle et de ne pas avoir su s'ajuster. Une autre chaîne vient s'établir à Dolbeau, une Ouais. chaîne de restaurants. Oui. Donc, on rappelle que nous avions déjà Mike's, McDonald's, Tim Hortons, Tyson, Saint-Hubert Express, Coq-Rôti, IW, Burger King, Subway. Boston Pizza, Pizza Hut, Ashton, Schwartz, Valentine, Superfritte, Dunkin' Donut. Valentine, c'est mon préféré. Oui. Rappelons que nous souhaitons atteindre l'objectif à Dolbeau d'un restaurant par habitant. Jimmy Doucette, à 90 ans, écrit sa 172e pièce de la route des légendes. Quelle machine! Il avoue quelquefois, lors d'une entrevue donnée récemment à Denis Hudon, Denis Hudon qui avait quand même dit dans un journal en 2002, Jimmy Doucette est un génie. C'était une page couverture de journal. Il avoue quelquefois, Jimmy, ramener les mêmes légendes dans ses pièces et placer une séquence musicale afin de pallier un manque d'inspiration dans les dialogues. Il écoule ses jours présentement heureux au Datsun. Merci. Le centre d'achat de Mistassini est plein à craquer. L'administration avoue que le projet a eu du mal à lever, mais que tout va bien maintenant. Le chocolat des pères trépistes sera racheté par la compagnie Nielsen, grand producteur de chocolat, suite au départ du dernier père. En fait, ils n'ont pas acheté la recette, car la compagnie fait le chocolat depuis 100 ans. Donc, voilà. Et voilà. La télé communautaire TVLDM9 et son empire contrôlent les médias de la région. D'ailleurs, on se rend compte qu'au niveau régional, la programmation de TVLDM9, qui a pris de plus en plus de place avec ses nombreuses émissions, qui proviennent toutes du secteur de Dolbeau-Mistassini, laissant en marge Alma, chez Chicoutimi, La Terrière. Finalement, on se rend compte que c'est de la convergence, car l'Empire TVLDM9 tente de prendre le contrôle de l'ensemble des médias de la région, ce qui est déplorable. C'est vrai. Donc, sur ce, nous souhaitons un excellent bulletin d'information en notre compagnie et nous espérons un bon retour en 2017. Voyage dans le temps. Merci, merci Francis. Plaisir. C'est très, 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 très agréable. Moi, je veux vous parler d'une personne que je considère inspirante, en tout cas, du moins qui a marqué ma vie artistique. C'est George Andrew Romero, mieux connu sous le nom de George A. Romero, hein, qu'on voit un peu sur mon t-shirt, qui est décédé le 16 juillet dernier. Qui est George Romero? C'est un réalisateur de cinéma qui est né en 1940 et qui est mort cette année, donc cet été à Toronto. Pourquoi il est aussi important? C'est pas un gars qui a fait 500 films, là, mais c'est le père des films de zombies. Si vous aimez Walking Dead n'existe pas sans George Romero. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, il grandit à New York, puis il tourne déjà ses premiers films à partir de l'âge de 14 ans. Il y a eu même des déboires avec la police, etc. Et à la fin, au milieu des années 60, il commence à ramasser ses sous pour un projet qu'il a de faire un film. Et il réussit à ramasser 114 000 dont 60 000 qui vient quasiment de ses poches là, ou des poches de ses proches. Pour produire en 1968, ce qui va le mettre sur la map, le film Night of the Living Dead ou La Nuit des Morts Vivants. Bon, film marquant, c'est l'arrivée des zombies, mais ça se passe dans une maison.
C'est assez fascinant et bon, il y a des zombies tranquillement. C'est encore très, très, très actuel, même si le film est en noir et blanc. Je pense qu'il y a une version couleur, mais je vous conseille la version noir et blanc. Et le personnage principal est un noir, en fait, qui est là. Et tout le monde va mourir, sauf ce noir-là, qui va finir par sortir le matin venu. Parce que ça se passe sur le film, ça passe sur une nuit. Là, je vais vraiment vous spoiler le film. Là, mais si vous ne l'avez pas vu, là, il est sorti en 68, c'est peut-être le temps. Et il faut savoir qu'il y a des milices qui s'organisent un peu partout pour tuer les zombies. Et quand la milice est là, il finit par tuer les zombies qui sont tout autour de la maison. Lui, il finit par sortir et se faire tuer aussi. Pourquoi? Bien, il y a beaucoup du racisme parce que George Romero voulait beaucoup. Il y avait toujours un message politique. Il ne faisait pas des films de zombies, mais il utilisait le zombie pour faire des films politiques. Puis c'est la peur aussi un peu de ça, du virus, la peur de l'autre, la peur de ce qu'on est comme être humain, puis de voir les pires vices là-dedans. Il va faire quelques autres films ensuite, mais son grand chef-d'œuvre, il va le faire en 1978 et c'est ce qu'on appelle Dawn of the Dead. Si vous ne l'avez jamais vu, fantastique, un film de plus de 2 heures. C'est le film où il y a des zombies dans un centre d'achat. Il y a eu un remake fait par Zack Snyder qui est vraiment, qui n'est pas mauvais, mais qui n'a rien à voir avec ça. Là-dedans, ce qui fait peur, c'est le zombie en tant que tel. Et la masse, comment il est nombreux, comment il a ses habitudes, etc. Et c'est 4 personnes qui se retrouvent enfermées dans un centre commercial et réussissent à se recréer une vie à travers le centre commercial. Avec plein de scènes très, très, très intéressantes. Et c'est de réaliser que, bon, s'il n'y a plus rien ailleurs, si notre société, c'est ça. Et il y a des scènes assez fantastiques où on voit les zombies déambuler dans le centre commercial. Mais moi, j'ai travaillé dans un centre commercial. Et le jour du Boxing Day, ça ouvre à 13h. Mais quand tu travailles dans un centre commercial, il faut que tu sois là à 10h pour aller placer tes affaires parce qu'à la journée de Noël, tu n'as pas eu le temps de faire ça. Et là, tu arrives et le centre commercial est plein de gens qui déambulent dans le centre commercial, devant des vitrines fermées. C'est exactement ça. Il y a vraiment une grande critique de la société américaine de consommation là-dedans. C'est assez fantastique. Un film à voir qui vit très bien. Il a même été, le Entertainment Weekly l'a choisi dans sa liste des plus grands films cultes. Vraiment à voir. Un film qui a été fait avec 1,5 million de dollars à l'époque et qui en a rapporté plus de 40. Ça a vraiment été, qui a été, c'est ça, assez fantastique. Romero a fait d'autres films de zombies, donc Day of the Dead en 85, où là, on voit en plus le lien avec les militaires, comment on peut gérer, beaucoup de liens sur le racisme, etc. On a eu aussi Land of the Dead, où on voit plus le lien entre les riches et les pauvres et comment les riches peuvent se sauver plus facilement. La chronique des morts vivants, donc Diary of the Dead et Survival of the Dead en 2010. Donc, lui, il a donné naissance à un mythe qui est le zombie, qu'on a retrouvé dans des séries cultes. Donc, comme Walking Dead qui a commencé, ça c'est la série de bande dessinée. Si vous aimez la série télé et lisez la bande dessinée, on est rendu au 28 ou 29e bande dessinée. On va beaucoup plus loin en fait dans la bande dessinée que dans la série télé. Parce que, au niveau des effets spéciaux, on peut faire ce qu'on veut. Parce qu'on n'est pas attaché avec des contrats de télé, de production, avec des contrats avec des acteurs pour des personnages. C'est assez fantastique. Et là-dedans, ce qu'il faut comprendre, ce qui est épeurant, c'est encore là, ce n'est pas le zombie. C'est l'être humain sans loi, sans état de droit, comment on s'organise. Les méchants là-dedans, oui, les zombies, c'est comme des animaux, ils sont incontrôlables, mais on sait comment les battre. Mais ce qui est épeurant, c'est qu'on ne sait pas comment va agir l'être humain. C'est lui qui est épeurant. Et je vous suggère aussi 2 lectures fantastiques si vous aimez le genre. Je vais vous parler ici de So Now You're a Zombie. Okay? Ça, c'est comme un livre pour quand tu te réveilles et tu es un zombie. On t'explique comment être un zombie. Là-dedans, c'est assez fantastique. On t'explique comment attraper les gens, qu'est-ce que tu peux manger, pas, qu'est-ce qui est bon, comment te sauver, comment surprendre les êtres humains parce qu'eux vont avoir des défenses, etc. C'est très, très drôle. Moi, c'est sarcastique. C'est très, très drôle. Et dans la même veine, un livre que j'ai adoré qui s'appelle The Zombie Survival Guide, où là, on fait comme un guide de survie. S'il y avait un apocalypse de zombies, comment survivre? Et je vous jure que on ne laisse jamais paraître que c'est pour une blague. Là. C'est le fait très sérieux. Les types d'armes, comment refaire de l'agriculture, comment se sauver, comment tuer les... Écoute, c'est hallucinant. Et là, tu as des scénarios à court terme, moyen terme, long terme, comment survivre, etc. Wow. Un livre fantastique. Pour vrai, là, c'était une lecture super agréable. Donc, Complete Protection from the Living Dead de Max Brooks. Il en a fait un 2e aussi, mais je ne l'ai pas lu. Il nous donne des leçons pour survivre aux zombies. Premièrement, s'organiser avant que les zombies arrivent. Hein? Donc, se préparer.
Deuxièmement, les zombies n'ont pas peur. Pourquoi est-ce que j'aurais peur? Ah, C'est oui. vrai. Donc, Vu de même. troisièmement, utilise ta tête et coupe la leur. Ah ah ah! C'est une bonne règle, ça. Oui. Quatrième règle, une lame, ça n'a pas besoin de se recharger. Mhm. OK. La protection idéale, des vêtements courts et des cheveux courts. Oui. Autre chose, monte en haut de l'escalier, ensuite détruis-la, parce que les zombies ne pourront pas monter. Te chercher. Ah, oui, oui. Hey, c'est chaud. Laisse aller les autos, va-t'en en vélo. Beaucoup plus de manœuvrabilité. Pas de risque de perdre de l'essence. Tu ne peux pas être enfermé. Tu ne peux pas être pris à l'intérieur. Arrête pas de bouger. Reste toujours alerte et tranquille. Fais pas de bruit. Il n'y a aucun endroit qui est sécuritaire. Mais il y a toujours des endroits qui vont être encore plus sécuritaires, donc continuez à se déplacer. Et les zombies peuvent peut-être pas être là en ce moment, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont arriver. Donc, très intéressant à lire. Si vous aimez les zombies, c'était mon hommage à Romero. Reste en paix, malgré que, à ce qu'on a vu de ce que tu nous as donné de tes films, on risque de te revoir très bientôt. Et voilà. Et voilà, merci beaucoup. Maintenant, Mélanie, tu vas nous parler de Mysterium. Moi aussi, je suis dans le fantôme, Ouais, dans oui, j'aime ça, l'avenir, j'aime les ça. zombies, c'est malade. Écoute, je vous montre. En fait, c'est un coup de cœur que j'ai. Oui. Mon chum est un fan de jeux de table. OK. Vraiment Puis moi, ben, j'aime ça. Je suis pas aussi. Mais ça, c'est un coup de cœur, en fait. Je montre le dessus de la boîte, c'est Mysterium. Ouais. Un jeu, tout d'abord, magnifique. OK, avec, Donc, il est écoute, beau. il est magnifique, il est beau. Il a gagné l'As d'or jeu de l'année à Cannes en 2016. Et je comprends pourquoi. En fait, je vais vous en parler un petit peu. C'est un jeu qui joue de 2 à 7 joueurs. À 2, non. Moi, je dis, OK. soyez une gang. Ouais. Pour ce jeu-là, en fait, tu n'as pas besoin d'être un grand connaisseur de jeu. C'est vraiment un jeu que tu peux jouer avec des enfants comme avec des adultes, et les dynamiques sont très, très, très différentes. C'est trippant. En fait, on ne peut pas s'empêcher de jouer parce qu'on est avec des jeunes enfants. Ça se comprend super bien. En fait, le principe est simple. Tu as un fantôme et des médiums. Oh. Et en fait, c'est un peu comme un jeu de clous vraiment de Pimpé. 4.0. OK? En fait, tu as le fantôme qui est face à une table comme ça. Tu as le fantôme et tu as les médiums. Ce qui est agréable de ce jeu-là, c'est que tout le monde travaille ensemble. Si un perd, tous perdent. Et le fantôme aussi. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Et ce qui est agréable, en fait, c'est de savoir, de trouver, un peu comme dans Clou, qui a tué, où a tué, avec quoi a tué. Et ce qui est agréable, c'est que tu as le fantôme ici et tu as les étapes, les échelons à monter. Tu dois trouver qui a tué en premier. Chacun a son propre tueur. Chacun a son propre lieu, chacun a son propre outil. Bref, vous lirez les instructions, vous irez voir, c'est super bien expliqué. Mais ce qui est agréable, en fait, c'est que le jeu, pour vrai, il est magnifique. Ici, on a des exemples de possibles meurtriers. Regardez l'infographie de ça, il est incroyable, il est magnifique. Et de la manière que ça c'est les lieux, par exemple. Et vous voyez que c'est assez complexe comme carte. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de détails, beaucoup. Et ça sert compte. au jeu, Ouais, ça compte. ouais. Parce qu'en fait, le fantôme n'a pas le droit de parler. Ça prend un bon fantôme. Parce que le fantôme n'a pas le droit de parler. Il doit te donner, avec d'autres cartes, par exemple, des indices qui sont aussi magnifiques. Si, par exemple, on est dans cette cuisine, le meurtrier se trouve là. Lui, il y a quelques cartes avec, bon, je n'irai pas, comme je vous dis, dans les détails, mais il doit, dans le fond, donner des indices. Si lui, il regarde ses cartes, il y a quelques cartes, il n'y a pas toutes les cartes, et qu'il dit, OK, fromage, cuisine, je te donne ça. Tu dois deviner. Là, c'est évident, je suis chanceuse d'avoir pas dit ça. Mais ça peut autant être dans les couleurs, par exemple. Ici, il y a du bleu, je te donne une carte avec beaucoup de bleu, parce que des fois, il n'y a pas les cartes qu'il faut pour te donner les bons indices. Et s'il n'y a rien, il peut te donner n'importe quoi, et toi, tu vas dire, « Oh mon Dieu, ça veut dire quoi? Oh là, tu fais des liens, parce qu'il y a tellement de détails, tu peux faire des, OK, il y a un drapeau, il m'a donné un tissu, donc ça va être le drapeau. » Et non, il n'y avait juste rien à me donner. Donc, ouais, voilà. Et c'est ça qui devient fou, parce qu'en fait, ce qui est le fun, c'est que quand tu reçois tes cartes, là, la frénésie, ça monte, et tout le monde est médium. Donc, tout le monde doit s'aider. Parce que le but, c'est de se rendre au final, à la dernière étape, pour faire la dernière étape du jeu, de savoir qui a tué réellement dans toutes les personnes là, ici. Donc, le fantôme, il va pouvoir te dire. Donc, tout le monde travaille en équipe. Moi, je pense que, bon, regarde le lien, la viande, là, il a mis ça, il y a un gun, un chasseur, la viande. Tout le monde peut donner son dé, et c'est toi, au final, qui va dire, OK, moi, je mets mon jeton sur telle carte. OK. Moi, je décide ça.
Fait que tout le monde peut travailler, mais tu peux être pas d'accord. Et là, tu votes. Je suis pas d'accord avec son choix. Et là, tu gagnes en médiumnité. Tu peux, parce qu'au final, il faut que tu ramasses des points de médium pour qu'au final, arriver à dire, moi, j'ai le droit de voir 3 indices pour trouver le meurtrier final. J'ai le droit d'en avoir 2, j'ai le droit d'en avoir 1. En tout cas, bref, vous irez fouiller sur le site parce que c'est pas compliqué. Mais c'est la préparation, il faut comprendre le jeu. C'est comme je vous dis, un clou repimpé, mais magnifique, tripant, des soirées. Et là, tu peux même aller chercher la musique sur Internet. Tu te fais une ambiance. Et là, tout le monde est dans... Ah, c'est vraiment, vraiment le fun. Ça fait vraiment des soirées tripantes. Tu peux jouer jusqu'à 7 personnes. Ça prend un fantôme. Ça peut jouer les enfants, ça peut jouer à partir de quel âge? Je vous jure qu'à partir... peut-être qu'en bas de 8 ans, avec un adulte, accompagner quelqu'un ou même faire le fantôme avec le fantôme, ça peut être trippant. Ouais. Mais moi, mes enfants, 10-13 ans, ils capotent. Puis pour vrai, je pense qu'à 8 ans, là, un enfant qui joue souvent des jeux, qui est allumé 7 ans même, à 7 ans, ça se peut. Facilement, je vous dirais. Et c'est vraiment trippant. Pour vrai, puis c'est un jeu, là, ça a l'air complexe comme ça, mais vraiment pas. C'est vraiment pas compliqué. Mais les jeux, c'est toujours pareil. Ça a l'air complexe quand tu l'ouvres puis tu lis les règlements, mais quand tu commences à jouer, tu t'aperçois que les mécaniques sont souvent relativement simples. Oui, voilà. Puis en fait, là, je pouvais pas tout sortir, mais pour vrai, il est magnifique. Puis quand le setup est monté, le fantôme et toute la table, ça prend une grande table, puis tout le monde est autour, puis t'as vraiment, là, le jeu, il est magnifique, là. Pour vrai, là, il est vraiment, vraiment beau. Est-ce qu'il est dispendieux? Oui. OK. Oui, c'est un 60 OK, mais bien investi mais parce c'est que le pour prix vrai, des jeux, oui, c'est ça, c'est un 60 mais pour vrai, il est magnifique, puis il faut ça, parce que ces cartes-là, pour vrai, là, ils valent vraiment la peine. Regardez les indices, c'est très, très complexe. Oui, oui. Puis tu peux jouer et rejouer. Nous autres, on joue à chaque fois, enfant, pas d'enfant, juste adulte. Puis pour vrai, ça ne se répète pas. Chaque personne va donner les indices qu'il a donnés. Oui, parce qu'il y a beaucoup de subjectivité. Il y a beaucoup de subjectivité, puis pour vrai, le but, c'est de travailler en équipe. Puis, ça va être basé sur l'interaction que les gens vont avoir, parce que tu as des discussions sur les éléments que tu penses avoir trouvés, l'autre n'est pas d'accord. Et il y a un nombre de tours. Tu as 7 tours pour te rendre complètement haut, trouver ton meurtrier, ton lieu, ton arme. Arriver en haut, là, il se passe comme la dernière étape pour trouver vraiment qui est le meurtrier. Fait que tu as un travail d'équipe, tu as une frénésie qui monte, tu as un temps qui est compté. Donc, tu veux te rendre en haut, tu travailles en équipe, et là, à la fin, là, c'est au 5e tour, là, tout le monde est debout, puis tout le monde est de même, c'est malade. Pour vrai, là, acheter ça, c'est vraiment un jeu bien investi. Génial, je le mets sur ma liste de jeux. Essayez ça. Merci beaucoup, Mélanie. Plaisir. Donc, on va terminer ça avec un top 9 des trucs que le cinéma enjolive, là, un peu trop, là, tu sais, qu'on voit dans les films, là, et puis... donc... François Truffaut disait « Le cinéma, c'est mieux que la vie ». Oui, il avait raison sur plein de points et c'est ce que je vais vous parler. Premièrement, la mort lente et douloureuse. Hein? Des violons, des dernières paroles émouvantes, la mention qu'on n'a pas peur de la mort, des gens éplorés, une vraie solidarité. C'est un peu n'importe quoi. OK? Quand tu as le cancer, tu te tapes une chimio, tu as l'enfer, tu n'as plus de cheveux, tu penses pas bien à Vin Diesel. Je veux dire, c'est globalement beaucoup plus glauque et pas agréable. Tu ne penses pas non plus à ton profil qui est non, exactement. Deuxièmement, des bandits magnifiques. Hein? Pablo Escobar, Al Capone, Scarface, Mesrine, on les a tous vus. Mon Dieu, qui ont l'air chouettes. Ces gars-là, des hommes d'honneur, des gars violents. C'est leur manière de vivre dans un monde de merde. En réalité, c'est du monde qui ont fait tuer plein de gens, qui ont été sadiques, qui ont été très égoïstes et individualistes dans une société, qui ont volé, qui ont tué. Une enfance très malheureuse. Ben oui. C'est de la mesquinerie sans borne. Il n'y a pas grand-chose d'enviable là-dedans. Hein, bon. Troisièmement, le travail de flic, de police. Ah oui. Hein? Oui. C'est pas vrai, là. Les gars, là, ils n'arrivent pas en déposant le plaque, puis le gun, et puis ils réussissent pas. Puis le travail de police, c'est beaucoup de la recherche, des entrevues, de la paperasse. Remplir des rapports, etc. Ils finissent pas leur journée dans des bars à putes en buvant du whisky. Ben, peut-être certains, mais ça les rend pas nécessairement intéressants. C'est pas vrai là, que les policiers sont 15 fois plus âgés que les femmes, qui sont tous magnifiques.
ils n'ont pas tous des collègues chiants à passer sur des dossiers un peu étranges, à boire du café. Donc, pour vrai, être policier, c'est un travail noble, difficile, mais c'est pas aussi glamour que les films peuvent nous le laisser croire. Et pour, mettons, une journée où tu fais une rafle et que tu vas, je sais pas moi, arrêter un grand méchant, tu as eu 4 ans de paperasse, d'enquête. Et de situations terriblement difficiles à oui, gérer. oui. Émotivement. Quatrièmement, la vie d'espion. C'est moi ça. Non, mais tu sais, James Bond, là, qui est capable de se battre debout sur un avion en vol, là, ou qui est capable de tuer 7000 personnes avec un cure-dent en évitant le tir à demi-mitraillette de milliers d'autres personnes, en tout cas. Donc, c'est pas comme ça. L'espionnage, c'est un travail c'est un travail d'intelligence, c'est un travail de discrétion, c'est un travail où on passe des indices. Ça va plus ressembler à Mission Impossible, pas aucunement les films, mais la série de l'époque là, avec Martin Landau et Peter Graves, etc. Donc, ces gens-là sont habillés normal, ils ont l'air normal parce qu'il faut qu'ils se fassent passer souvent. Bon. Donc, il faut vraiment faire attention. Cinquièmement, le début de l'amour. Ouais. Les arcs-en-ciel dans le cœur, les musiques joyeuses, la nostalgie avant l'heure, l'impression qu'on ne peut plus se quitter, le tourbillon qui nous enveloppe, les chansons d'amour. C'est super au cinéma, mais dans la vie, ben, il faut aller aux toilettes, travailler. Non, mais tu sais, on a une vie, là... Se moucher. Faire l'amour avec sa conjointe dans un film, la musique douce, même embrasser sa partenaire. Voyons, c'est des films. Ouais. Donc, tu sais, il faut savoir là, que pour tomber en amour, il faut passer du temps ensemble. On ne tombe pas amoureux comme ça, on se parle, il y a des discussions, il y a des affaires. C'est pas comme... bon. Et tout ça est très fragile. Hein? On va s'entendre, là. On le sait aujourd'hui, hein? L'amour, c'est fragile. Les casinos. Oh. Ben oui, les casinos. Hey, il faut que je me dépêche, j'ai presque plus de temps. Les casinos, on va en parler, mais ça aussi, c'est beaucoup exagéré. Les workaholics, tu sais, les gens qui travaillent non-stop, là, puis qui sont vraiment cool, bien souvent... Qui comprennent du jour au lendemain, puis que leur vie change. Oui, mais la routine, c'est un peu plate. Les alcooliques, hein, ça a l'air vraiment cool au cinéma être alcoolique. Et la pauvreté, mon Dieu qu'au cinéma, la pauvreté, ça a l'air cool. Hein, les gens sont solidaires, ils s'aident, etc. Mais dans la vie, c'est vraiment pas cool d'être pauvre. Là-dessus, ben, on vous dit bonne semaine. Merci beaucoup. Bye.